Je faisais la queue dans une boutique de téléphonie sur la rue de Rennes à Paris, tenant le téléphone de Nathalie. Un mardi ordinaire. Une requête ordinaire de ma femme. « Vincent, chéri, tu pourrais passer au service après-vente en rentrant du boulot? Ma carte SIM fait des siennes, et tu t'y connais mieux que moi. » Elle m'avait souri comme elle le faisait toujours quand elle avait besoin de quelque chose. Je m'étais dit que c'était gentil. Après tout, elle me demandait de l'aide, elle s'adressait à moi comme à un mari capable de régler les problèmes. La boutique était petite. Elle sentait l'électronique et le café frais du distributeur dans le coin. Sur le mur, des affiches des derniers smartphones et un jeune technicien nommé Damien, comme je l'ai lu sur son badge, finissait tout juste avec le client précédent. Il avait peut-être 25 ans, un tatouage sur l'avant-bras et ses écouteurs sans fil à la mode autour du cou. Quand je me suis approché du comptoir, il a affiché un sourire professionnel. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda-t-il en tendant la main pour prendre l'appareil. « La carte SIM bloque », dis-je en lui tendant l'iPhone rose de Nathalie. Ma femme m'a demandé de la changer et de vérifier si tout est en ordre. Damien prit le téléphone, le fit tourner dans ses mains avec le geste expert de quelqu'un qui fait ça des centaines de fois par jour. Il alluma l'écran. Et c'est là que j'ai vu ce que j'aurais dû remarquer plus tôt. Le téléphone n'avait pas de code de verrouillage. Nathalie disait toujours que c'était inutile, qu'elle n'avait rien à cacher, qu'en tant que couple, nous devions nous faire confiance. Et je la croyais. 12 ans de mariage, 2 enfants, une maison à crédit à Boulogne. J'avais confiance. « Ah !» fit Damien en faisant défiler quelque chose sur l'écran. Je vois que la mémoire est presque pleine. Beaucoup de photos et de messages. On fait une sauvegarde avant de changer la carte. L'autre jour, j'ai une cliente qui a perdu toutes ses photos de vacances parce que... Il s'arrêta net. Il me regarda, puis regarda à nouveau le téléphone, et une expression de gêne apparut sur son visage, impossible à ignorer. « Tout va bien ?» demandai-je. « Oui, oui », répondit-il rapidement, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans sa voix. Juste, je voulais demander si vous vouliez aussi sauvegarder ces conversations, brûlantes avec son copain. Le monde s'arrêta, littéralement. J'entendais le tic-tac de l'horloge au mur, le bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur, le rire lointain d'un client à l'entrée. Mais tous ces sons semblaient venir de l'extérieur de mon corps, comme si je m'étais soudain retrouvé sous l'eau. « Pardon ?» Ma propre voix sonnait étrangère. Damien blêmit. Il comprit. Dans ses yeux apparut la panique pure d'un jeune homme qui vient de réaliser qu'il en a beaucoup trop dit. « Désolé, je pensais que vous... » commença-t-il à bégayer. « Je veux dire, le téléphone était ouvert et j'ai vu les notifications, je ne voulais pas... »« Montrez-moi, » dis-je. Ma voix était calme. Trop calme. Ce genre de calme qu'on ressent avant de sauter dans l'eau glacée quand on sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. « Monsieur, je ne devrais vraiment pas... » essaya Damien. « Montrez. Moi. » Cette fois, ce n'était pas une demande. Il me tendit le téléphone d'une main tremblante. Sur l'écran, l'application de messagerie était ouverte. La dernière conversation. Contact enregistré sous le nom « Coach sportif ». J'ai fait défiler vers le haut. Des messages de ce matin, d'hier soir, d'avant-hier. Des phrases que je n'arrivais pas à lire en entier. J'ai hâte d'être à vendredi. Mon mari part encore en déplacement. Cette fois, tu peux rester jusqu'au matin. Ces 2 jours avec toi valaient mieux que 10 ans avec lui. Je rendis le téléphone à Damien. Mes mains étaient étrangement stables. Changez la carte, dis-je, et faites une sauvegarde de tout. Tous les messages, toutes les photos, sur cette clé USB. Je sortis de ma poche la petite clé USB que j'utilisais pour le travail. Ça va prendre combien de temps? Environ 20 minutes? Damien avait l'air de vouloir disparaître sous terre. J'attendrai, dis-je en m'asseyant sur la chaise en plastique près de la vitrine. Et ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas votre faute si vous avez vu ces messages. C'est ma faute de ne pas les avoir vus pendant tant de mois. J'attendis. Je regardais les gens passer rue de Rennes. Une femme avec une poussette, un étudiant avec un sac à dos, un couple se tenant la main. Des gens ordinaires, un mardi ordinaire. Et moi, je venais de cesser d'être un homme ordinaire dans un mariage ordinaire. J'étais devenu autre chose. Quelqu'un qui a été trompé, utilisé, réduit au rôle de mari de réserve. Celui qui paie les factures, emmène les enfants à la piscine, répare les machines à laver et attend dans les boutiques de téléphonie pour sa femme. Celui qui a chez lui la trace d'un étranger sur chaque meuble, dans chaque repas partagé, dans chaque « je t'aime »,
prononcé avant de dormir. Quand Damien me tendit le téléphone avec la nouvelle carte et la clé USB contenant la sauvegarde, j'ai hoché la tête. « Merci, dis-je. Je vous dois combien ? » « Monsieur, je peux faire ça gratuitement, je suis vraiment désolé. »« Je vous dois combien ?» répétai-je. « 30 €. Je lui ai donné un billet de 50. Gardez la monnaie. Et encore une chose, si madame vient un jour demander si vous avez vu quelque chose sur ce téléphone, dites-lui que non. Juste un changement de carte, aucun problème. » Je sortis dans l'automne parisien. Les feuilles au jardin du Luxembourg devaient être jaunes et rouges. Magnifique. Nathalie disait toujours que l'automne à Paris est la plus belle saison de l'année. Maintenant, je savais pourquoi. C'est la saison où tout meurt, mais le fait avec beauté, avec dignité. Je montais dans ma voiture. Je posais la clé USB dans la boîte à gants, le téléphone de Nathalie sur le siège passager, et alors, seulement alors, je m'autorisais une profonde respiration. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai démarré le moteur, et je suis rentré à la maison. À la maison qui était soudain devenue une scène où, pendant des mois, j'avais joué le rôle de l'idiot. Mais cette pièce venait de se terminer. Maintenant, une autre histoire commence. Mon histoire, celle dont j'écrirai la dernière phrase. À la maison, je trouvais Nathalie en train de préparer le dîner. L'odeur du bouillon de volaille flottait dans l'air. Elle le faisait toujours avec le poulet fermier de chez Madame Martin du marché. Ce même bouillon que je mangeais depuis 12 ans de mariage. Cette même odeur qui signifiait autrefois foyer, sécurité, famille. « Tu es déjà là ?» lança-t-elle depuis la cuisine sans se détourner de la marmite. « Comment ça s'est passé au magasin ? C'est réglé ?»« C'est réglé, » répondis-je en posant son téléphone sur le plan de travail près de l'évier. « Nouvelle carte, tout fonctionne. Tu es un amour. » Elle s'approcha, prit le téléphone et m'embrassa sur la joue. Ce même baiser que je recevais tous les jours. Mécanique, bref, ne différant en rien de centaines d'autres. Maintenant, je savais pourquoi. Les vrais baisers, elle les réservait à quelqu'un d'autre. « Les enfants sont rentrés ?» demandai-je. « Olivia est chez Zouzou pour ses devoirs, elle rentre à 16 heures. Simon est à l'entraînement de basket. » Elle regarda sa montre. « Je devrais aller le chercher à 17 heures. Tu pourrais y aller ? Je dois encore finir une lessive. » Que c'était toujours comme ça. C'est moi qui conduisais les enfants, moi qui allais faire les réparations, moi qui m'occupais des factures. Nathalie devait faire la lessive, le ménage, la cuisine. Et maintenant, je savais ce qu'elle faisait vraiment quand j'étais au travail, quand les enfants étaient à l'école. Ce soir-là, quand la maison fut enfin silencieuse, Olivia dormait, Simon jouait sur son ordinateur dans sa chambre, je m'assis au bureau dans mon cabinet. C'était mon royaume, le seul endroit de la maison où je gardais mes affaires, mes documents, mon ordinateur portable. Nathalie n'entrait jamais ici. « C'est ton espace », disait-elle toujours. Maintenant je comprenais. Elle respectait mon espace parce que je respectais sa vie privée. Je ne demandais pas ses mots de passe. Je ne vérifiais pas ses téléphones. Je ne doutais pas. J'insérais la clé USB dans l'ordinateur. Le dossier avec les copies des messages pesait presque 2 gigaoctets. 2 gigaoctets de la vie secrète de ma femme. J'ouvris le premier fichier. Les conversations commençaient il y a 6 mois. Juillet. C'est à ce moment-là que Nathalie s'était inscrite à la salle de sport. « Je dois prendre soin de moi », disait-elle. Je me sens laissé aller après 2 enfants. Je l'avais encouragée. J'avais même payé l'abonnement. 600 € pour 6 mois. Je riais intérieurement. J'avais payé pour l'endroit où elle avait rencontré son amant. Le contact enregistré sous « coach sportif » s'appelait en réalité Adrien. Adrien Dumont. J'ai trouvé ça dans l'un des messages où ils organisaient un rendez-vous et où il écrivait « Enregistre-moi sous Adrien D, au cas où ton mari verrait. » Eh bien, j'avais vu. Il avait 32 ans, travaillait comme coach personnel. Ils s'étaient rencontrés près du tapis de course. « J'ai tout de suite su que tu étais différente des autres femmes mariées, » écrivit-il dans le 2e message. « Tu as le feu en toi. Le feu. Nathalie. La femme qui, au lit avec moi, restait allongée comme une statue disant « Je suis fatiguée » ou « Peut-être demain ». Dernièrement, nous couchions ensemble peut-être une fois par mois. « C'est normal après tant d'années », expliquait-elle. Tous les couples mariés vivent ça. Et je la croyais, car que pouvais-je faire? Violer ma propre femme? Mendier de l'affection? Je continuais à lire. Elle lui décrivait les détails de notre vie, mes déplacements professionnels. J'aurai le week-end libre, mon mari part à Lyon pour une formation.
Nos problèmes financiers. Vincent s'inquiète encore pour le crédit. Il est tellement ennuyeux avec ses chiffres. Même nos enfants. Olivia a demandé pourquoi papa dort dans une autre chambre. J'ai dû mentir et dire qu'il ronfle. C'était le pire. C'est là que j'ai compris l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas seulement une trahison physique, c'était un effacement systématique de ma personne de sa vie émotionnelle. J'étais une fonction masculine, une source d'argent, un chauffeur, un réparateur de choses dans la maison. Mais en tant qu'homme, en tant que partenaire, en tant que quelqu'un digne de son attention, je n'existais pas. Pardonne-moi, lui avait-elle écrit en août. Vincent a oublié notre anniversaire. Il n'a pas acheté de fleurs, n'a pas réservé de restaurant. Il a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Après 12 ans, parfois je me demande s'il me voit. Je me souvenais de ce jour-là, le 25 août. Bien sûr que je m'en souvenais. J'avais un cadeau caché dans l'armoire depuis 2 semaines. Un collier en or qui m'avait coûté la moitié de mon salaire mensuel. Je voulais le lui donner au dîner. Mais quand je suis rentré du travail, je l'ai trouvé en pleurs sur le canapé. « Tu as oublié », a-t-elle dit à travers ses larmes. « Tu ne sais même pas quel jour on est. » J'étais désorienté. « Notre anniversaire de mariage est le 28, » ai-je dit. « On est le 25. » Elle m'avait regardé avec un tel mépris. « Le 25 août, c'est l'anniversaire de notre premier baiser, celui sur le pont des Arts. Tu t'en souviens encore ?» Bien sûr que je m'en souvenais. Mais qui fête l'anniversaire du premier baiser après 12 ans de mariage? Je m'étais excusé alors. J'avais essayé de réparer. Mais elle avait été froide toute la semaine. Maintenant, je savais pourquoi. Elle avait besoin d'un prétexte. D'une raison pour écrire à Adrien, chercher chez lui de la compassion, la confirmation qu'elle méritait mieux. Je fis défiler plus loin. Des photos. Des centaines de photos. Nathalie en tenue de sport, souriante d'une manière que je n'avais pas vue chez elle depuis des années. Selfies à deux, lui avec des tatouages sur les bras, elle blottie contre son torse. Un hôtel en Normandie. Vincent pense que je suis à un séminaire de yoga à Deauville. J'y étais. Je lui avais donné l'argent pour ce séminaire. 300 €, pour un week-end d'adultère. Il était déjà minuit passé quand j'ai fini de lire. J'avais mal à la tête. Les yeux me brûlaient. Mais je savais tout. Chaque détail. Chaque jour, chaque mensonge, chaque fois qu'elle disait « Je t'aime » en pensant à lui. J'entendis des pas dans l'escalier. Nathalie apparut à la porte du bureau en nuisette. « Tu ne dors pas encore ? Il est tard. » Je finissais un rapport pour le boulot, mentis-je. Je découvris que je pouvais le faire aussi facilement qu'elle. « J'arrive. Vincent. » Elle s'approcha. « Tout va bien ? Tu es tellement absent ces derniers temps. » Je voulais crier. Je voulais lui jeter à la figure tout ce que je savais. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai souri. Je suis juste fatigué. Un projet au travail, tu sais comment c'est. Elle m'embrassa sur le front. Viens te coucher plus tôt, je m'inquiète pour toi. Tu t'inquiètes pour moi. Cette ironie était presque drôle. J'éteignis l'ordinateur, mais je copiais tout sur une deuxième clé USB. J'en cachai une dans le coffre-fort à la cave, celui dont Nathalie ignorait l'existence. Je laissai la deuxième sur le bureau, l'air de rien. Au lit, je restais allongé à regarder le plafond. Nathalie dormait à côté, respirant régulièrement. Si proche, et pourtant elle n'avait jamais été aussi loin. Dans ma tête, j'élaborais un plan. Je ne pouvais pas simplement partir. Ce serait trop simple, trop facile pour elle. Je ne pouvais pas crier, faire des scènes, car alors c'est moi qui passerais pour le méchant. Le mari jaloux qui accuse sa femme sans preuve. Non, je devais être plus malin, plus patient. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de justice. Pendant 6 mois, elle avait construit sa double vie pierre par pierre. J'avais besoin de temps pour la démanteler jusqu'aux fondations. Et je savais par où commencer. Demain, ce sera mercredi. Nathalie va au yoga, à 9 h du soir. Maintenant, je savais que ce n'était pas du yoga. C'était un rendez-vous avec Adrien dans son appartement dans le Marais. J'avais l'adresse grâce au message. Il était temps de rendre visite à Monsieur Fitness en personne. Mais pas comme il s'y attendait. Le mercredi s'écoula au rythme habituel. Je me levais, préparais le petit déjeuner des enfants, les emmenais à l'école. Au travail, j'étais en pilote automatique. Je répondais aux mails, participais aux réunions, hochais la tête au bon moment. Mon collègue Bernard demanda si tout allait bien. « Super », répondis-je. « Jamais mieux. »
À 16h30, je quittais le bureau. Je m'arrêtais chez un fleuriste près de l'hôtel de ville. J'achetais un bouquet de roses. Des roses, les préférées de Nathalie. La fleuriste sourit. Pour votre femme, vous êtes romantique. C'est une surprise, répondis-je. Et c'était vrai. Adrien Dumont habitait rue des Archives, 3e étage, appartement 12. Un immeuble haussmannien, rénové, avec ascenseur et interphone. J'appuyais sur la sonnette. La voix à l'interphone était jeune, énergique. Oui? Livraison de fleurs pour Monsieur Dumont. Des fleurs? Je n'ai pas commandé de fleurs. J'ai un bon de livraison ici. Adrien Dumont, rue des Archives, numéro 12. Peut-être une surprise de quelqu'un? Un instant de silence. Je l'imaginais là-haut se demandant, est-ce de Nathalie ou d'une autre femme? Car les types comme lui en ont toujours plus d'une. D'accord, montez. 3e étage. Le buzzer. La porte s'ouvrit. J'entrai dans la cage d'escalier. Il n'y avait pas de caméra. J'avais vérifié la veille au soir quand j'étais venu ici pour la première fois en repérage. Les vieux immeubles du Marais avaient rarement de la vidéosurveillance. Ascenseur. 3e étage. Je me tins devant la porte numéro 12. Je frappais. Adrien ouvrit en jogging et débardeur. Il était exactement comme sur les photos, grand, musclé, sûr de lui. Il avait ce genre de beauté qui convainc les femmes qu'elles sont uniques, alors qu'elles ne sont que les suivantes sur la liste. C'est vous pour les fleurs? Il regarda le bouquet, puis moi. Quelque chose bougea dans ses yeux. L'instinct. Il sentit que quelque chose clochait. Pas tout à fait, dis-je calmement. Je m'appelle Vincent Tomczak. Je suis le mari de Nathalie. Il blêmit. Je vis sur son visage exactement ce que je voulais voir. La panique. L'instinct lui dicta de fermer la porte, mais je fus plus rapide. Je mis mon pied en travers. Du calme, dis-je, toujours avec cette même voix douce et posée. Je ne suis pas venu pour me battre ni faire un scandale. Je suis venu parler. 5 minutes. Ensuite, je pars et vous ne me verrez plus jamais. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Essaya-t-il. Adrien, s'il vous plaît. J'ai une copie de tous vos messages. Chaque message. Chaque photo. Chaque rendez-vous. Je suis au courant pour l'hôtel en Normandie. Je sais pour le week-end où j'étais à Lyon. Je sais qu'aujourd'hui à 21h vous avez rendez-vous avec ma femme. Alors ne m'insultez pas avec des mensonges. Il ouvrit la porte plus largement. J'entrai. L'appartement était typique d'un trentenaire gagnant bien sa vie, meubles minimalistes, téléviseur géant, matériel de musculation dans un coin. Sur la table basse traînait le livre « L'art de la séduction ». J'ai failli sourire. « Asseyez-vous », indiquai-je le canapé. Il s'assit. Je restai debout. Psychologie. Celui qui est debout contrôle la situation. Écoute bien, car je ne le dirai qu'une fois. Je ne suis pas venu ici pour me battre avec toi. Ce serait stupide et ne changerait rien. Je ne suis pas non plus venu te supplier de laisser ma femme tranquille. C'est ta décision et la sienne, et je ne suis la propriété de personne. Il me regardait, désorienté. Ce n'était pas le scénario auquel il s'attendait. Je suis venu te donner une info. Dans 3 semaines, le 9 octobre, Nathalie voudra te parler d'une affaire sérieuse. Elle te dira qu'elle est enceinte, que c'est ton enfant, qu'elle doit prendre une décision. Soit elle reste avec moi et accouche en prétendant que c'est le mien, soit elle me quitte et vous élèverez l'enfant ensemble. Adrien avait l'air sur le point de vomir. Mais on a toujours fait attention, commença-t-il. Elle ment, dis-je calmement. Elle n'est pas enceinte. Elle ne l'a jamais été. Mais elle te dira qu'elle l'est, et elle attendra ta réaction. Si tu réagis bien, si tu proposes un avenir commun, du soutien, de la responsabilité, alors elle saura que tu es sérieux. Si tu réagis mal, si tu commences à reculer, à suggérer l'avortement, à dire que c'est trop tôt, elle saura que tu n'es qu'un mec de plus qui veut du sexe sans conséquence. Il se leva du canapé. C'est un test? Vous montez un plan avec elle contre moi? Je ne monte aucun plan, je t'informe de son plan. J'ai trouvé des messages avec son amie Monique. Elle discutait de cette stratégie. Ça s'appelle le piège de la grossesse. Une façon de vérifier si un homme est prêt pour plus qu'une aventure. C'était un mensonge. Il n'y avait aucun message de ce genre. Mais Adrien ne pouvait pas le savoir. Et j'utilisais l'arme la plus simple du monde, la peur de la paternité chez un jeune homme.
Pourquoi vous me dites ça demanda-t-il. Quel intérêt vous avez là-dedans? Je m'approchai. Je le regardai droit dans les yeux. Parce que je veux que tu comprennes qui est vraiment Nathalie. Ce n'est pas une femme mariée romantique cherchant le grand amour. C'est une femme qui calcule, qui manipule, quitte à utiliser tout comme elle m'utilise. La différence, c'est que moi, j'ai déjà ouvert les yeux. Et toi, tu penses toujours que tu es unique. Je posai le bouquet de roses sur la table basse. Quand tu lui auras dit que tu n'es pas prêt pour un enfant, et tu le diras car je le vois dans tes yeux, elle viendra à la maison en pleurant. Elle me dira qu'elle a besoin de soutien, de tendresse. Et je lui en donnerai, parce que je suis un bon mari. Et alors elle comprendra qu'elle a perdu quelque chose de vrai pour quelque chose en plastique. Je me dirigeai vers la porte. Je me retournai une dernière fois. Ah, et encore une chose. Dans une semaine, tu auras des soucis au travail. Ton employeur recevra une information anonyme disant que tu as des aventures avec des clientes de la salle, des femmes mariées. C'est une violation du code éthique et un motif de licenciement. Attends-toi à une convocation de la direction. C'est vous? Sa voix était aiguë. Vous allez les prévenir? Je souris. Moi? Non. C'est le mari d'une autre femme que tu vois qui le fera. La blonde. Caroline. Oui, je suis au courant pour elle. Nathalie ne sait pas. Mais moi, je sais. Et son mari le saura bientôt aussi. Parce que tu vois, Adrien, le problème n'est pas que tu couches avec la femme de quelqu'un. Le problème, c'est que tu couches avec les femmes de plusieurs hommes et que tu penses qu'il n'y a pas de conséquences. Silence. Je voyais qu'il traitait les informations. Qu'il commençait à comprendre que tout ce qu'il avait construit, sa réputation, son travail, ses relations, ne tenait qu'à un fil. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda-t-il finalement. « Rien. Absolument rien. Tu peux continuer à voir Nathalie. Tu peux rompre, c'est ta décision. Je voulais juste que tu saches la vérité. Je laisse le reste à votre conscience. » Je sortis de l'appartement. Dans l'ascenseur, je vérifiais mon téléphone. 14 messages de Nathalie. « T'es où ?»« Le dîner refroidi. » J'ai appelé, tu réponds pas. Je répondis. Réunion client qui s'est éternisée. Je rentre. Désolé. Dans la voiture, je m'accordais un moment de satisfaction. La première étape était franchie. Adrien allait maintenant vivre dans l'incertitude. Et l'incertitude est la meilleure des armes. Je n'avais pas besoin de le frapper, de le menacer, de le détruire physiquement. Il suffisait de semer le doute. C'est plus efficace que n'importe quelle violence. Nathalie et moi avons dîné ensemble. Elle raconta sa journée, son passage chez le coiffeur, sa rencontre avec une copine de primaire, le 18-20 d'Olivia en maths. J'écoutais, je hochais la tête, je souriais. J'étais le mari idéal. À 20h, elle dit qu'elle partait au yoga. « Prends un parapluie », dis-je. Ils ont annoncé de la pluie. « Tu es si attentionné. » Elle m'embrassa. Elle sortit. Je m'assis devant l'ordinateur. Je lançai l'application spéciale que j'avais installée sur son téléphone, quand je l'avais ramenée du service après-vente. Je voyais sa localisation en direct. Elle allait en bus vers le Marais, rue des Archives. Curieux de voir comment ce rendez-vous allait se passer. Adrien serait-il différent? Plus froid? Distant? Est-ce que Nathalie remarquerait le changement? Je n'eus pas à attendre longtemps la réponse. 1 heure plus tard, je reçus un message d'elle. Je rentre plus tôt. Je ne me sens pas bien. Tu peux venir me chercher? Je souris. Ça avait marché plus vite que je ne le pensais. Bien sûr, chérie, j'arrive. Je la récupérai devant le studio de yoga. Le studio était réel, bien sûr. Elle l'utilisait comme alibi. Elle monta dans la voiture en silence, les yeux gonflés. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je avec sollicitude. « Rien. Juste. C'était une journée difficile. Je suis fatigué. » Elle garda le silence tout le trajet du retour. Je savais ce qui s'était passé. Adrien s'était comporté différemment. Il était tendu, distant. Il lui avait peut-être même reproché quelque chose à propos de la manipulation. Et Nathalie, habituée à contrôler la situation, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était que le début. J'avais encore tant à faire. Si cette histoire vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Écrivez en commentaire ce que vous pensez des agissements de Vincent. Les jours suivants furent un théâtre où je jouais le rôle de ma vie. J'étais attentif, tendre, présent. Je demandais à Nathalie comment s'était passée sa journée. Je lui massais les épaules le soir. Je proposais des sorties au cinéma. Elle était désorientée.
Tu es si différent, dit-elle un soir, dans le bon sens du terme. Je souris. J'apprécie simplement ce que j'ai. Vendredi, une semaine après ma visite chez Adrien, j'appelais Mathieu Zambrozowski. Mathieu était un vieux pote du lycée. Maintenant, il travaillait comme directeur de la salle Fit and Form à Nation, la même où travaillait Adrien. On s'était donné rendez-vous pour une bière au pub Le Grand Boulevard. Vincent, mon vieux, ça fait combien de temps? Mathieu me serra la main avec cet enthousiasme qui l'avait toujours caractérisé. Grand, chauve, avec une barbe de bûcheron. Ça doit bien faire 10 ans? Curse, quelque chose comme ça. Nous nous assîmes dans un box au fond, loin des clients bruyants au bar. Merci d'avoir accepté de me voir. Pas de souci, même si je t'avoue, tu m'as intrigué au téléphone. Tu disais que tu avais une info concernant mon club. Je commandais 2 bières. Quand la serveuse s'éloigna, je sortis mon téléphone. Je montrai à Mathieu les photos que j'avais trouvées dans le téléphone de Nathalie. Des photos d'Adrien avec différentes femmes. J'en avais 12, toutes des derniers mois. Caroline, dont j'avais parlé à Adrien, mais aussi Agnès, Monique, Patricia. Certaines étaient des clientes mariées, d'autres non. C'est ton coach, Adrien Dumont, dis-je. Et ce sont tes clientes. Des femmes mariées qui sont venues dans ton club pour améliorer leur forme, et qui sont reparties avec un peu plus. Mathieu faisait défiler les photos. Son visage se durcissait à chaque nouvelle image. Où as-tu eu ça? Peu importe d'où. L'important c'est que si ça s'ébrite, et ça va s'ébriter car un des maris est déjà au courant et rassemble des preuves pour un procès, ton club aura un sérieux problème d'image. Les médias adorent ce genre d'histoire. Le coach sportif séduit les femmes mariées à la salle. Ça va faire du bruit sur Internet, des protestations, un boycott. Mathieu posa le téléphone. Il but une longue gorgée de bière. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Vincent ?»« Rien, » répondis-je sincèrement. « Je me suis juste dit qu'en tant que propriétaire, tu devrais savoir qui tu embauches. Ce que tu feras de cette info, c'est ton affaire. Tu peux le virer, tu peux lui donner un avertissement, tu peux ne rien faire. Je ne fais que transmettre l'info à un ami. » Il me regarda longuement. Dans ses yeux, je voyais le calcul. Mathieu était un businessman. Il savait qu'un scandale pouvait détruire une réputation bâtie pendant des années. « Ce mari qui rassemble des preuves, » commença-t-il prudemment. « Il a déjà déposé une plainte à la direction. Elle arrivera sur ton bureau lundi. Adrien ne sait pas encore. Je me suis dit qu'il valait mieux que tu l'apprennes de moi, plutôt que par un courrier officiel. Merci, dit-il finalement. Vraiment. Ça aurait pu être bien pire si je l'avais appris trop tard. Le soir, quand je rentrais à la maison, Nathalie était nerveuse. Elle faisait les 100 pas dans le salon, téléphone en main, vérifiant les messages à chaque instant. « Tout va bien ?» demandai-je. « Oui, mentit-elle rapidement. C'est juste une collègue qui a des soucis et ne répond pas. Je savais de quoi il s'agissait. Adrien lui avait écrit il y a 1 heure. J'avais lu le message sur l'application de suivi. Il faut qu'on parle. Urgent. Je ne peux pas te voir maintenant. J'ai des problèmes au boulot. Possible qu'il me vire. Ne m'appelle pas pendant quelques jours. » Nathalie devait être en panique. Son havre de sécurité vacillait soudainement. Le mec, qui devait être fort, sûr de lui, indépendant, avait soudain des problèmes. Et les gens comme Nathalie, qui cherchent chez leurs amants ce qu'ils ne trouvent pas à la maison, ne veulent pas d'amants à problème. Ils veulent du fantasme, pas la réalité. Le dimanche matin, je proposais une sortie en famille à Fontainebleau. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sortie ensemble, » dis-je au petit déjeuner. « Il fait beau, la forêt est magnifique en automne. » Olivia et Simon étaient ravis. Nathalie essaya de se défiler. « J'ai tellement à faire à la maison. » Mais les enfants eurent le dernier mot. « Maman, allez s'il te plaît, tu es toujours occupée. » Nous roulions dans ma vieille Peugeot sur la route pittoresque. Les enfants chantaient à l'arrière, sur les chansons de la radio. Nathalie était assise à côté de moi, regardant par la fenêtre. 1 ou 2 fois, je la surpris à vérifier son téléphone. « Pose ça, » dis-je doucement. « Un jour sans téléphone. Consacre-toi à ta famille. » Elle me regarda surprise. D'habitude, je ne commentais jamais son usage du téléphone. Mais là, dans mon nouveau rôle de mari impliqué, je pouvais me le permettre. « Tu as raison. » Elle rangea le téléphone dans son sac. Mais je vis ses doigts se crisper sur la ceinture de sécurité. À Fontainebleau, c'était magnifique. Le château, les rochers, les sentiers pleins de gens profitant des derniers jours chauds d'octobre. Nous avons acheté des sandwichs à un kiosque,
Déjeuner sur un banc avec vue sur la forêt. Je prenais des photos. Nathalie avec les enfants. Toute la famille. Olivia devant les rochers. La normalité. Une famille heureuse, en excursion. On n'avait pas passé de temps comme ça depuis longtemps, dit Nathalie pendant que les enfants couraient devant nous sur le sentier. Elle me prit la main. Ça m'avait manqué. Moi aussi, répondis-je. Et ce n'était pas totalement un mensonge. La famille que je pensais avoir me manquait. Ce mariage qui, il s'avérait, n'était qu'une illusion. Le soir, de retour à la maison, Nathalie vérifia enfin son téléphone. Je vis son visage blêmir. Adrien avait écrit de nouveau. J'ai été viré. Effet immédiat. Quelqu'un a porté plainte pour comportement non éthique. Je dois trouver un avocat. Je ne peux pas te contacter pour l'instant. C'est compliqué. Elle s'assit sur le canapé, fixant l'écran. Je m'approchai, m'assis à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, dit-elle rapidement. Juste, ma collègue a des problèmes au travail. La même qui ne répondait pas hier? Oui. Je passai mon bras autour de ses épaules. Si tu peux l'aider d'une manière ou d'une autre, aide-la. Mais parfois, les gens doivent résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Tu as aussi assez de soucis. Elle me regarda. Dans ses yeux, il y avait de la gratitude mêlée à autre chose. De la culpabilité? Du regret? Difficile à dire. Tu es si bon avec moi, chuchota-t-elle. Parce que je t'aime, répondis-je. Et à ce moment-là, d'une manière tordue, c'était vrai. J'aimais la femme que je connaissais depuis 12 ans. Le problème, c'est que cette femme n'avait jamais existé. C'était une construction, un masque, un rôle. La vraie Nathalie était quelqu'un que je commençais tout juste à découvrir. La nuit, quand elle dormait déjà, je partis dans mon bureau. Je vérifiais le compte bancaire. Je commençais à mettre en œuvre la prochaine étape du plan. Je me connectais à une plateforme juridique que j'avais connue par un client au travail. Un avocat spécialisé dans les divorces. Pierre Rousseau. Je lui envoyai un mail demandant une consultation. Affaire délicate, concernant divorce et partage des biens. Discrétion demandée. La réponse arriva le lendemain matin. Je peux vous voir mercredi à 16h ans. Mon cabinet est avenue Victor Hugo. Cordialement. J'avais 5 jours pour tout préparer. Documents, impression des messages, photos, preuves. Mais il ne s'agissait pas de déposer les papiers du divorce tout de suite. Oh non, ce serait trop simple. Il s'agissait de savoir exactement quels étaient mes droits. Combien j'obtiendrais. Comment défendre mes intérêts. Car quand toute cette construction s'effondrerait enfin, et elle s'effondrerait, car je m'y emploierais, je voulais être prêt. Nathalie pensait qu'elle contrôlait la situation, qu'elle avait un mari à la maison et un amant à côté, et que tout se passait comme elle le voulait. Elle ne savait pas que le sol s'était dérobé sous ses pieds depuis longtemps, que la maison qu'elle connaissait n'était qu'une façade. Et j'étais l'architecte de cette façade, et je pouvais la démonter quand je le voulais. Mais pas maintenant. Pas encore. D'abord, elle devait ressentir ce que signifie perdre quelque chose qu'on considérait comme acquis. La rencontre avec Pierre Rousseau fut révélatrice. Son cabinet se trouvait dans un immeuble élégant du 16e, 3e étage, bureau rempli de livres de droit et de diplômes au mur. Pierre avait environ 50 ans, cheveux gris, lunettes en acier et ce genre de calme que donnent des années d'expérience. « Un café » demanda-t-il en indiquant le siège près du bureau en acajou. « Volontiers. » Il écouta toute l'histoire. Je lui montrai la clé USB avec les messages, les photos, les preuves. Il n'interrompit pas, prenant juste des notes dans un carnet. Quand je finis, il se pencha en arrière sur sa chaise. « Vous avez un dossier solide, » dit-il finalement. L'adultère, bien qu'il ne soit plus la seule base pour établir la faute en France, peut influencer le partage des biens ou la prestation compensatoire, surtout si vous démontrez que votre épouse a mis en péril les finances communes, par exemple en dépensant de l'argent pour des rencontres avec son amant. Ce qui m'importe, ce sont les enfants, dis-je. Je veux l'autorité parentale conjointe, mais avec la résidence principale, ou au moins une garde alternée équitable. Pierre hocha la tête. Ce sera plus difficile. Les tribunaux préfèrent la stabilité, mais la garde alternée est courante. Si vous prouvez que la mère néglige ses devoirs parentaux au profit de sa liaison, vous avez des enfants, maître? 2. Adultes maintenant. Alors vous comprenez pourquoi je ne peux pas permettre qu'ils restent avec quelqu'un qui traite la famille avec autant de légèreté. Nathalie n'est pas une mauvaise mère au sens physique, mais moralement,
Elle leur montre un monde où la trahison, le mensonge et la manipulation sont acceptables, tant que personne ne découvre la vérité. Nous avons discuté 1 heure. Pierre m'expliqua toutes les options, procédures, délais d'attente. À la fin, il me tendit une carte de visite. Si vous décidez de divorcer, je suis à votre disposition. Mais réfléchissez bien. Le divorce, ce n'est pas que des émotions. C'est aussi des finances, des enfants, toute une vie bouleversée. Parfois une thérapie de couple. Il n'y a plus de mariage à sauver, maître, l'interrompis-je. Il y a juste la question de comment finir ça avec dignité et justice. Je sortis du cabinet avec un plan clair. Je ne déposerai pas les papiers tout de suite. D'abord, je dois rassembler plus de preuves de négligence, financière et autres. Je dois montrer que j'étais celui qui a toujours été là pour les enfants. Faire les devoirs, conduire aux entraînements, aller aux réunions parents-prof. Nathalie faisait tout ça occasionnellement, quand elle n'avait pas yoga ou soirée filles. Le jeudi, il arriva quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Nathalie rentra plus tôt que d'habitude, les yeux rouges. Elle s'assit à la table de la cuisine et éclata simplement en sanglots. Qu'est-ce qui se passe? Je m'assis à côté, ressentant un étrange mélange de compassion et de froide satisfaction. Tout s'écroule, dit-elle à travers ses larmes. Monique a des problèmes dans son couple, Sandra a perdu son travail, et moi je me sens comme si tout autour de moi se désagrégeait. Monique, c'est l'amie que Nathalie utilisait comme alibi. Je suis chez Monique, disait-elle quand elle allait chez Adrien. Curieuse coïncidence, Monique avait vraiment des problèmes maintenant. Tu veux en parler? Je ne sais pas si tu comprendras. Elle essuya ses larmes. Parfois je me sens tellement piégé, dans cette maison, dans cette routine. J'aime les enfants, je t'aime, mais est-ce que c'est tout? Est-ce que le reste de ma vie doit ressembler à ça? C'était le moment. J'aurais pu tout lui dire, lui cracher la vérité au visage. Mais ça aurait été émotionnel, impulsif. Et je n'étais plus impulsif. Tout le monde ressent ça parfois, dis-je à la place. C'est naturel. Mais tu sais ce qui m'aide quand je me sens dépassé? La conscience que je vous ai, que peu importe ce qui se passe au travail, dans le monde, je rentre à la maison et il y a ici quelque chose de stable. Toi, les enfants, notre famille. C'est une encre. Elle me regarda avec ce qui ressemblait à de la stupéfaction. Depuis quand tu es devenu si sage? Peut-être que je l'ai toujours été et que tu ne le remarquais pas, souris-je. Ou peut-être que je commence seulement maintenant à apprécier ce que j'ai. Elle m'enlaça, fort, désespérément. Je sentais son corps trembler de pleurs. Et je savais que ce n'était pas des larmes de simple stress. C'était du regret, peut-être même de la culpabilité. Les gens comme Nathalie ne sont pas totalement dénués de conscience. Ils sont juste doués pour justifier leur choix. 1 semaine plus tard, une lettre arriva. Un courrier officiel pour Nathalie, lettre recommandée. J'étais à la maison quand le facteur a apporté l'avis de passage. Je suis allé à la poste la récupérer pour elle. Après tout, j'étais son époux, j'avais le droit. L'expéditeur était un cabinet d'avocats. J'ouvris la lettre dans la voiture. C'était une notification de poursuite. Mais pas contre Nathalie, contre Adrien Dumont. La demande de divorce était déposée par Caroline Duval, la blonde de sa vie. Et dans la plainte, comme témoin, étaient cités d'autres conjoints lésés. Ça était une vague. Tout ce qu'Adrien avait construit, toutes ses aventures, revenait maintenant comme un boomerang. Je rangeais la lettre dans ma poche. Nathalie ne pouvait pas être au courant. Elle lui avait été adressée par erreur, car probablement quelqu'un pensait qu'elle était toujours en contact avec Adrien et qu'elle devait être témoin. Mais je décidai que cette lettre disparaîtrait. Le soir, Nathalie était étrangement calme. Elle préparait le dîner en fredonnant. C'était inquiétant. Je vérifiais l'application de suivi. Son téléphone était resté à la maison toute la journée. Elle n'était pas sortie. Elle n'avait appelé personne à part de brèves conversations avec des copines. « Tu es de bonne humeur », remarquai-je au dîner. « J'ai juste passé une bonne journée », répondit-elle. « Parfois tout s'arrange comme il faut, tu sais. » Je ne savais pas ce qu'elle tramait, mais j'étais vigilant. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Et Nathalie était au fond du trou récemment. Maintenant, elle était soudainement heureuse. Quelque chose avait dû se passer. La réponse arriva le lendemain. Je reçus un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour, est-ce monsieur Vincent Tomczak ?»« Oui, c'est moi. Je m'appelle Ève Marchand, je suis psychothérapeute. »
Votre femme a pris rendez-vous pour une séance de thérapie de couple. Elle m'a demandé de vous contacter pour la date. Mon cœur s'arrêta. Une thérapie de couple? C'était son coup. Une façon de passer pour celle qui se bat pour son couple. Une façon d'écarter les soupçons si jamais je découvrais quelque chose. Je comprends, dis-je lentement. Quand pouvons-nous venir? J'ai un créneau libre mercredi prochain, 18h30. Cabinet rue de Vaugirard, numéro 23. Nous y serons, dis-je. Merci pour l'appel. Le soir, Nathalie me parla de la thérapie. Elle le faisait avec le même enthousiasme qu'elle présentait un projet de rénovation de salle de bain. Vincent, j'ai pensé qu'on pourrait parler à quelqu'un de professionnel. De nous, de notre relation. Je sais que ce n'est pas facile ces derniers temps, que je ne suis pas parfaite non plus. Peut-être qu'un thérapeute nous aiderait à mieux nous comprendre. Je souris. C'est une excellente idée, vraiment. J'apprécie que tu veuilles travailler sur nous. Elle était visiblement surprise de ma réaction. S'attendait-elle à de la résistance? Peut-être. Mais j'étais déjà au-delà de ce point. Une thérapie? Je vous en prie. Une nouvelle occasion d'observer à quel point elle s'enfonce dans le mensonge. Les jours suivants, tout semblait normal. Trop normal. Nathalie était vigilante, attentive, s'engageait dans la vie de famille. Elle arrêta de vérifier son téléphone à chaque instant. Elle me posait des questions sur mon travail, écoutait les réponses, cuisinait mes plats préférés. Elle était parfaite. Et c'était justement le plus effrayant. Car les gens ne deviennent pas parfaits sans raison. Soit ils cachent quelque chose, soit ils planifient quelque chose, soit ils essaient de racheter des fautes dont ils pensent que personne n'est au courant. Le dimanche, au petit déjeuner, Olivia demanda « Papa, maman, est-ce que tout va bien entre vous ?» Nathalie me regarda. Je regardais ma fille. « Pourquoi tu demandes ça, ma chérie? Parce que dernièrement, vous êtes comme différents. Vous vous souriez plus. C'est bizarre. Enfin bien, mais bizarre. Les enfants voient plus qu'on ne le pense. Ils sentent la tension, les changements, le faux. Olivia avait 13 ans, assez pour remarquer que quelque chose avait changé dans la dynamique de la maison. « Tout va très bien », dit Nathalie en serrant ma main sur la table. « Papa et maman ont juste décidé de prendre plus soin l'un de l'autre. Pas vrai, Vincent? » « C'est vrai, » répondis-je. Et en regardant dans les yeux de ma femme, dans ces yeux qui m'avaient tant de fois dit « Je t'aime », alors qu'elle pensait à quelqu'un d'autre, je savais une chose. La partie ne fait que commencer. Et cette fois, c'est moi qui écris les règles. La séance de thérapie de mercredi devait avoir lieu à 18h30. J'étais prêt 1 heure plus tôt. Je m'étais habillé avec soin, pantalon sombre, chemise, pull. Je voulais avoir l'air d'un homme qui prend soin de lui et de sa famille. Nathalie s'était aussi préparée minutieusement. Maquillage, robe préférée, parfum. Le cabinet d'Ève Marchand se trouvait dans un vieil immeuble rue de Vaugirard. Nous montâmes au 2e étage, où nous trouvâmes une petite pièce chaleureuse avec 2 canapés, le fauteuil de la thérapeute et plein de plantes. Au mur étaient accrochés des certificats, diplômes, photos de conférences. Ève Marchand avait environ 45 ans, cheveux bruns courts et un sourire chaleureux. « Bonjour », nous accueillit-elle. « Asseyez-vous confortablement, je vous en prie. Vous voulez du thé? Un café? » « Non, merci, » répondîmes-nous presque simultanément. « Bien. » Elle s'assit face à nous, tenant son carnet. « Commençons par dire que ce que vous direz ici restera entre nous. C'est un espace sûr. Il n'y a pas de jugement, pas de culpabilité. Juste une conversation ouverte sur ce que vous ressentez. Nathalie, c'est vous qui avez pris le rendez-vous. Peut-être voulez-vous commencer? » Nathalie prit une profonde inspiration. Elle croisa les mains sur ses genoux. Je sens que quelque part en chemin, nous nous sommes perdus. Vincent est un mari formidable, un père génial, mais je ne sais pas s'il me voit vraiment, s'il sait qui je suis maintenant, après tant d'années. Parfois je me sens invisible. C'était bon, très bon. Elle se posait en victime, femme négligée émotionnellement. Un classique. Rejeter la faute sur le partenaire pour justifier ses propres actions. Vincent? Ève me regarda. Que pensez-vous de ce qu'a dit Nathalie? Je réfléchis un instant. Je pouvais jouer le même jeu, je pouvais dire la vérité. Ou je pouvais faire quelque chose entre les deux. Je comprends ce que Nathalie ressent, commençai-je lentement. Et je le prends pour moi. Le travail, les enfants, le quotidien, tout cela fait qu'on oublie les choses les plus simples, de demander
comment tu te sens, d'écouter la réponse. Mais je voudrais aussi dire que j'essaie. Peut-être maladroitement, peut-être pas comme Nathalie en a besoin, mais j'essaie. Ève notait. Nathalie, qu'est-ce qui vous manque concrètement dans votre couple? De la proximité, répondit-elle rapidement. Des discussions. Ce sentiment que nous sommes partenaires, et pas juste des colocataires qui élèvent des enfants. Vincent est toujours ailleurs, en pensée, en attention. Même quand il est à la maison, il n'est pas vraiment présent. C'était de la projection, de la pure projection. C'est elle qui était absente émotionnellement car son attention était ailleurs. Mais elle rejetait ça sur moi. Vincent, comment réagissez-vous à ce que vous entendez? Avec douleur, dis-je sincèrement. Car si Nathalie se sent ainsi, cela veut dire que j'ai échoué en tant que mari. Et je veux réparer ça. C'est pour ça que je suis là. Nathalie me regarda les larmes aux yeux. Ève sourit délicatement. C'est beau que vous soyez tous les deux prêts à travailler sur votre couple. C'est le premier pas. Maintenant, je voudrais demander, quand avez-vous fait quelque chose ensemble pour la dernière fois? Juste vous deux, sans les enfants? Silence. Nous essayons tous deux de nous rappeler. Peut-être, il y a 6 mois, dit Nathalie. On était au dîner d'anniversaire de ta sœur. C'était un dîner de famille, remarquai-je. Pas en amoureux. Justement, Ève hocha la tête. La relation conjugale a besoin de temps rien que pour elle. Sans enfants, sans famille, sans obligation. Je vous recommanderais de passer au moins 1 heure par semaine ensemble. Balade, café, dîner, n'importe quoi qui vous permette de discuter. On pourrait essayer, dit Nathalie me regardant avec espoir. Bien sûr, répondis-je. Pendant les 40 minutes suivantes, Ève nous guida à travers des exercices de communication. Quand tu, au lieu de « tu toujours », je me sens, au lieu de « tu fais en sorte que », les bases d'une communication saine que nous feignons tous deux parfaitement de comprendre et d'appliquer. À la fin de la séance, Ève nous donna des devoirs. Pour la prochaine fois, je voudrais que vous notiez 5 choses que vous appréciez chez l'autre et 5 choses que vous aimeriez changer dans votre couple, sans jugement, sans accusation, juste de l'honnêteté. Nous sortîmes du cabinet en silence. Ce n'est qu'en arrivant à la voiture que Nathalie prit la parole. « Tu penses que ça va aider ?»« Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Mais ça vaut le coup d'essayer, non ?» Les jours suivants, tout fut étrangement harmonieux. Nathalie préparait les petits déjeuners, j'emmenais les enfants à l'école. Le soir, nous nous asseyions ensemble pour le dîner, parlions de la journée. Elle était comme une épouse modèle des années 50, mais version 21e siècle. Mais moi, je savais mieux. Je surveillais son téléphone via l'application. Je voyais qu'elle n'écrivait pas à Adrien, qu'elle ne recevait pas de messages de lui. C'était intriguant. Avait-elle vraiment coupé contact? Ou attendait-elle juste? Le vendredi soir, quand les enfants furent couchés, Nathalie apporta 2 verres de vin et s'assit près de moi sur le canapé. « Je veux te dire quelque chose », commença-t-elle, et mon cœur s'accéléra. Était-ce le moment? Allait-elle enfin dire la vérité? Ces derniers mois, je me sentais perdu. Je ne savais pas qui j'étais en dehors du rôle de mère et d'épouse. Et à cause de ça, j'ai été injuste envers toi. Je cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas. Tu vois, quand on n'est pas heureux avec soi-même, on commence à blâmer les autres. C'était proche, très proche de l'aveu. Mais ce n'était pas un aveu. Nous traversons tous des périodes difficiles, dis-je. L'important, c'est de les reconnaître et d'essayer d'en sortir. Exactement. Elle but une gorgée de vin. Et je suis heureuse de t'avoir. Que tu sois patient, compréhensif. Un autre mec aurait déjà abandonné depuis longtemps. Un autre mec aurait sûrement abandonné. Ou fait une scène. Ou pardonné et oublié. Mais je n'étais pas un autre mec. J'étais un homme qui connaissait toute la vérité et attendait le bon moment. Nathalie, dis-je en la regardant dans les yeux, je te promets que je me battrai pour nous, pour notre famille. Peu importe ce qui arrivera. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Demanda-t-elle surprise. Rien. Juste, je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Toujours. Elle m'enlaça. Et pendant un instant, dans cette étreinte, je ressentis quelque chose d'étrange. Pas de la colère, pas de la haine, mais une sorte de tristesse. Tristesse pour une relation qui aurait pu être belle, si tous deux avaient choisi l'honnêteté au lieu du mensonge. Mais il était déjà trop tard pour ce genre de considération. Le week-end, je reçus un message de Mathieu. Merci pour l'info sur Adrien.
On l'a viré. Plus tard, d'autres trucs sont sortis. Ce mec est un sacré escroc. Tu as sauvé mon business. Je te dois une bière. Je répondis, ravi d'avoir aidé. Et pour la bière, un de ces jours sûrement. Adrien n'était plus un problème. Il avait perdu son travail, sa réputation, probablement la plupart de ses relations. Il était l'exemple vivant de ce qui arrive quand on joue trop longtemps avec le feu. Mais Nathalie était toujours là. Elle jouait toujours son rôle. Elle pensait toujours qu'elle contrôlait la situation. Elle ne savait pas encore que les échecs auxquels elle jouait s'étaient transformés en poker, et que je venais de voir toutes ces cartes. C'était mon tour de montrer les miennes. Si vous voulez savoir comment cette histoire va évoluer, laissez un abonnement et un like. Écrivez en commentaire, est-ce que Vincent agit bien ou devrait-il pardonner ?